Salut à tous, bienvenue à la formation complète à la photographie. J'espère que vous avez apprécié le chapitre précédent dans lequel Sam introduisait brièvement l'appareil photo et comment ça fonctionne. Dans cette section, nous irons plus loin, notamment dans l'anatomie d'un appareil photo et ses réglages. Donc, dans cette section, Sam nous expliquera le rôle des différents boutons d'un appareil photo et nous en apprendrons plus sur les menus et les réglages, pour que vous puissiez sortir utiliser votre appareil sans plus tarder. Bien sûr, il nous est impossible de couvrir toutes les marques et modèles d'appareils photo. Nous nous concentrerons alors sur les marques et modèles populaires tels que les réflexes Canon et Nikon, ainsi que quelques modèles compacts ou même des smartphones. Vous aurez alors une idée assez précise sur ce que vous pouvez faire avec un appareil photo. Je cède la parole maintenant à Sam, je vous souhaite un bon cours. Salut à tous, dans ce cours, nous allons décortiquer l'anatomie d'un appareil photo. Nous allons couvrir les boutons qu'on retrouve sur un appareil, sur le devant ou l'arrière, ainsi que les réglages. Les fonctions que nous couvrons ici sont similaires sur la majorité des appareils, mais beaucoup d'autres fonctions différeront d'une marque à une autre. Que vous ayez un Nikon, Canon Olympus ou autre, vous aurez besoin de lire le manuel de votre appareil pour couvrir toutes les fonctions. Nous allons donc nous concentrer sur des fonctionnalités clés qui sont soit identiques sur toutes les marques, soit différentes et dans ce cas nous vous inviterons à consulter la notice de votre appareil. C'est une section assez importante et c'est une des dernières étapes techniques avant d'aborder les aspects plus artistiques et créatifs. Alors commençons. Sans plus tarder, nous allons démarrer par les boutons les plus courants qu'on retrouve sur tous les appareils. Cet appareil est un Nikon D7000, mais la plupart des fonctions que nous allons discuter dans cette section se retrouvent dans tous les appareils photo. Démarrons par le bouton déclencheur. C'est le bouton le plus standard, quelle que soit la marque de l'appareil photo. On le retrouve positionné de sorte que l'index de la main droite s'y pose confortablement. La chose clé à retenir est que lorsqu'on appuie dessus légèrement, on peut voir l'objectif s'ajuster. C'est le cas parce qu'on est en mode autofocus, ce qui fait que lorsqu'on appuie légèrement sur le bouton, l'objectif fait automatiquement sa mise au point. Lorsque vous appuyez plus fermement sur le bouton, la photo est alors prise. Donc je répète, un appui léger ou un mi-parcours sur le bouton déclencheur activera la mise au point automatique ou l'autofocus, suivi d'un son qui signale que la mise au point est là. D'ailleurs, quand vous regardez à travers le viseur, vous saurez que votre mise au point est bonne. Donc faites la mise au point, puis appuyez complètement pour prendre la photo. D'autre part, à l'arrière de l'appareil, vous retrouverez ce bouton avec un rectangle et une icône Play ou de lecture dessinée dessus. C'est le bouton de lecture ou visionnage des photos. Tous les appareils que j'ai pu manipuler en ont un bouton identique à celui-ci. Il vous permet de visionner et faire défiler les photos que vous avez déjà prises. Sur la plupart des appareils aussi, vous retrouverez à l'arrière ces boutons avec une loupe au centre de laquelle sont dessinés des plus et des moins. Ces boutons sont utiles pour zoomer sur les photos prises et s'assurer qu'elles sont bien mises au point, bien nettes. Si on continue à dézoomer, on peut afficher plusieurs photos prises sur le même écran, ce qui est très pratique pour naviguer entre ces photos. Autre chose qu'on retrouve sur tous les appareils photo est cette molette de navigation. Elle peut avoir un design différent, mais le concept reste plus ou moins toujours le même. Haut, bas, gauche, droite, puis au centre, le bouton sélectionné. Puis généralement, voisin au bouton de lecture, on retrouve un bouton effacé avec une poubelle représentée dessus. Si vous appuyez dessus, rien ne se passe, rien ne se produit. Mais quand vous êtes en mode visionnage des photos, vous avez des photos chargées à l'écran et quand vous appuyez sur la corbeille, vous aurez d'ailleurs besoin d'appuyer dessus 2 fois pour confirmer que vous voulez bien effacer l'image. Ou alors vous appuierez sur le bouton de visionnage pour annuler l'effacement. Ceci peut différer sur certains appareils photo, donc consultez encore une fois votre mode d'emploi. Mais généralement c'est le cas de quasiment tous les Canon ou Nikon. Ce qui suit risque d'être différent sur Canon et Nikon. Mais le principe est toujours le même. Il y a toujours un bouton de la balance des blancs et un autre pour la sensibilité des ISO. Ici, le bouton de haut avec les signaux WB et le bouton des balances des blancs. Le bouton en dessous avec les initiales ISO et le bouton de réglage de la sensibilité ISO. Pour faire vite, ça règle la sensibilité de votre capteur. C'est un réglage clé pour obtenir une photo réussie. Sur les Nikon, vous le retrouverez ici, alors que sur les Canon, vous aurez une rangée de boutons par là. Parmi eux, les boutons de la balance des blancs et de la sensibilité ISO. Une autre fonction importante qui diffère entre Canon et Nikon, c'est ce bouton ci. Sur certains appareils, ce sera un bouton avec une ampoule qui lancera le rétroéclairage de votre écran LCD, ce qui vous permettra de voir et lire des informations importantes en lumière basse.
Sur d'autres modèles, il vous suffira de tourner la molette d'allumage de votre appareil au-delà de la position ON, ce qui éclairera l'écran LCD pour y lire la vitesse d'obturation sélectionnée, le f-stop et autres informations utiles. Sur la plupart des appareils, l'écran noir et blanc supérieur et l'écran couleur à l'arrière vont afficher des informations cruciales sur les paramètres de votre photo, les réglages de l'appareil ou quelles fonctions sont activées. Canon dispose d'un écran qui regroupe toutes ces informations et si vous le voulez, vous pouvez vous rendre dans le menu pour avoir la même chose sur votre Nikon. Libre à vous d'activer donc cette fonction à votre guise. Personnellement, je préfère ne pas l'utiliser car ça vide un peu plus rapidement la batterie. Le bouton clé suivant est celui du flash. Bien sûr, la plupart des appareils photo possèdent ce bouton, généralement sur la partie avant de l'appareil, et c'est généralement un éclair qui est représenté dessus. Vous aurez deviné que ça permet d'activer le flash. Donc si je mets en mode manuel et que j'appuie sur le bouton flash, mon flash s'ouvre alors. C'est plutôt simple et en fonction des réglages que vous aurez sélectionnés dans le menu, vous pouvez faire en sorte que votre flash s'ouvre seul quand c'est nécessaire, ou alors quand vous aurez à cliquer sur ce bouton pour l'ouvrir manuellement. L'élément suivant que nous allons aborder est cette roue ou molette, plutôt faite pour une manipulation par la main gauche. On y lit le M du mode manuel, le A pour la priorité à l'ouverture, le S pour la priorité à la vitesse d'ouverture et le P pour le mode programme. Tous ces modes seront bien sûr expliqués en détail dans les cours suivants. Mais je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur le manuel de votre appareil pour en apprendre plus sur les modes de prise de vue. Vous avez aussi le mode automatique, qui sur les Canon est représenté par un simple rectangle vert, alors que sur Nikon, c'est le mot auto qui est écrit. Quand vous aurez un niveau plus avancé, vous n'aurez presque jamais recours à ce mode. Vous ne jurerez plus que pour les modes manuels ou priorité à l'ouverture ou à la vitesse. Vous avez aussi les modes préconfigurés et les modes scène que beaucoup d'appareils possèdent. Parfois, vous aurez l'icône d'une personne qui court, c'est un mode adapté aux sportifs. Parfois, vous aurez l'icône d'un nuage, c'est un mode pour mode nuageux. Il existe beaucoup de ces modes automatiques sur des modèles tels que le Canon T3 ou Nikon D5000 qu'on retrouve sur cette molette et qu'on sélectionne rapidement. Mais cette formation est là pour vous préparer à ce petit thème qui renvoie vers le mode manuel et apprendre à comment configurer les différents réglages qu'on retrouve par ici. Ce qui suit est une fonction propre à Nikon, je ne l'ai pas vue sur d'autres appareils pour le moment. C'est la bague tournante qui se situe en dessous de la roue des modes de prise de vue. On peut y choisir le S lorsqu'on veut prendre une seule photo, ou alors sélectionner CL et CH, qui signifie Continuous Low ou Continuous High, et qui permettent de prendre plusieurs photos d'un seul coup. CL sur cet appareil permet de prendre 3 photos par seconde, et CH 5 photos par seconde. Ce sont des modes qui permettent de prendre des photos en rafale pour être sûr de capturer un moment. Nous approfondirons ceci plus tard dans nos cours. Il reste d'autres fonctions sur la bague, plus complexes, comme l'exposition multiple, la minuterie, la télécommande. Ce sont des fonctions différentes qu'on peut choisir ainsi, alors que sur un Canon, il faudra passer par le menu. Avantage donc pour l'icône qui facilite l'accès à ces fonctions. On peut rapidement passer de la minuterie au mode rafale. Tout est accessible facilement depuis cette bague. La fonction clé suivante qu'on va découvrir est la molette suivante. Selon l'appareil dont vous disposez, elle aura une utilité différente. Généralement, c'est fait pour contrôler son f-stop ou l'ouverture du diaphragme. Nous en parlerons un peu plus tard. C'est une fonction clé lorsqu'on utilise le mode manuel en photographie. La différence la plus importante entre un Nikon et un Canon, c'est que sur Nikon, à l'arrière ici, on dispose d'une seconde molette qui contrôle la vitesse d'obturation. Alors que sur Canon, c'est plutôt dans cette zone qu'on retrouve la molette, qui contrôlera la vitesse d'obturation. Ces roues dentées sont programmables, donc on peut éventuellement les changer. Mais c'est plutôt pratique parce que je fais un petit mouvement par ici, puis par là, et je prends ensuite ma photo. On a vu que les boutons changent d'une marque à l'autre, donc consultez votre manuel dans le doute. Mais généralement, ces deux réglages vont se retrouver du côté droit pour que tout se fasse de la main droite. Il reste quelques autres fonctions à couvrir, notamment en rapport avec la vidéo. Je sais que beaucoup de gens utilisent le réflexe pour enregistrer des vidéos. Donc parlons-en. Le premier est le repère du plan focal. C'est le logo blanc ici. Il s'avère très important en vidéo puisqu'il indique l'axe où se trouve le capteur. Donc si l'on suit une ligne imaginaire en partant du repère, le capteur se trouvera ici. C'est très utile lors de la mise au point car c'est bien à partir de ce repère que l'on mesure la distance de l'objet filmé, par exemple 15 cm, ou 30, ou 3 mètres. C'est donc notre plan à partir duquel les mesures de focale ou de mise au point se font. Passons à une autre fonction, le mode Live View, ou le mode de visée directe. C'est quelque chose qui aura un bouton différent selon l'appareil. Généralement, il faudra rechercher les initiales LV. Sur les Nikon, il suffit de faire ce geste pour l'activer.
Notre écran LCD couleur s'allume et on devient capable de cadrer l'image sans utiliser le viseur optique. On peut prendre des photos comme ça, mais c'est assez long. C'est beaucoup plus adapté pour l'enregistrement d'une vidéo. L'enregistrement est généralement lancé par l'appui sur un bouton pourvu d'un point rouge. Le point rouge est plutôt universel pour signifier ça. Donc on appuie sur le bouton enregistrer, un point rouge s'affichera sur le coin de l'écran avec souvent les lettres REC affichées à proximité pour vous signaler que l'appareil est en train d'enregistrer. En appuyant à nouveau, l'enregistrement s'arrête. Enregistrer une vidéo comme ça videra rapidement votre batterie et votre carte mémoire se remplira aussi rapidement. Retenez donc que votre batterie et l'espace de stockage de votre carte seront vite consommés. Prévoyez donc plus d'espace et d'énergie pour la vidéo. Parlons maintenant de certains composants physiques d'un appareil photo. D'abord, voici le viseur optique. C'est ici que vous venez poser votre œil avant de prendre une photo. Si par contre vous êtes myope ou astigmate, alors voici un réglage qui vous sera utile. Une molette sur le côté vous permettra de régler le viseur à votre vue. Donc si les choses vous paraissent un peu floues depuis le viseur, commencez par tourner cette molette. Ensuite, nous avons la griffe de l'appareil prévue pour divers accessoires, comme les flashs ou microphones. En bas de l'appareil, on a le vis 1/4 de pouce 20 prévu pour la fixation sur trépied. Lorsque vous installez un trépied selon l'objectif que vous utilisez, essayez de centrer le point de gravité de votre appareil pour éviter un montage déséquilibré. Ce n'est pas parce que votre vis est là que c'est votre centre de gravité. Vous devez ajuster votre position soit un peu vers l'avant, soit un peu vers l'arrière, selon la taille de votre objectif. Sur la majorité des appareils photo, on accède au logement de la batterie par le bas. C'est donc ici que la batterie est introduite. Généralement, la batterie dispose d'une forme géométrique qui vous évite de l'introduire dans le mauvais sens. Un bouton est toujours disponible pour éjecter facilement la batterie ou émettre un clic lorsqu'elle est en place. Assurez-vous que le capot est toujours bien fermé pour éviter l'humidité. Une autre connectique plutôt réservée pour les initiés, puisqu'elle concerne ceux qui utilisent un grip vertical ou une extension de batterie. C'est sous ce capot qu'on vient connecter ces accessoires. Ne perdez pas ce cache, puisque si vous décidez de retirer votre grip, vous aurez votre partie électronique vulnérable et exposée. La partie où la paume de votre main droite se pose se trouve généralement l'emplacement de votre carte mémoire. Vous lirez des indications de type card ou une icône représentant une carte. Glissez puis ouvrez le capot pour exposer différents emplacements de cartes. On voit par exemple que cet appareil utilise des cartes mémoire SD. D'autres appareils utilisent des cartes CF. Tout dépendra du modèle d'appareil que vous utilisez. Généralement, pour sortir votre carte SD, vous devez simplement appuyer pour l'enfoncer. Il vous suffit ensuite de la retirer pour la remettre. Il suffit de l'enfoncer jusqu'au fond à nouveau. Pour les cartes CF, vous aurez un bouton à proximité dans lequel vous appuierez et la carte sortira. Assurez-vous toujours que votre carte mémoire est bien sèche, qu'il n'y a pas d'humidité à la surface car ça peut endommager votre appareil. Enfin, intéressons-nous à ce côté généralement plat de l'appareil. Ce qu'on va retrouver ici variera selon les modèles. Mais généralement, on retrouve la connectique USB, le port HDMI pour l'enregistrement vidéo, des sorties audio-vidéo, une connectique assez variée en somme, et qui changera selon le modèle de votre appareil ou marque. Le port HDMI est devenu très populaire, notamment pour le branchement d'un moniteur externe lors des enregistrements vidéo. Enfin, on va terminer par quelque chose de propre au Nikon. Je pense que quelques autres marques le proposent aussi. C'est le curseur du mode de mise au point. Nikon a toujours voulu permettre l'utilisation de tous ses objectifs. Donc, lorsqu'on installe un vieil objectif comme celui-ci, on ne peut pas sélectionner sur l'objectif le mode autofocus ou manuel. Au lieu de ça, je vais utiliser ce curseur pour indiquer à mon appareil qu'il doit faire la mise au point manuelle ou automatique avec cet objectif. On termine par ce point qui change aussi selon la marque de l'appareil. C'est ce bouton-ci, qui est le bouton de déverrouillage de l'objectif. Il vous permet d'enlever votre objectif. Selon l'appareil que vous avez, par exemple sur un Nikon, vous aurez un repère blanc par ici, alors que sur un Canon, ce sera un point rouge. Ce que vous aurez toujours à faire, c'est de faire un alignement. Par exemple, sur cet objectif, j'ai un point blanc, ça peut être aussi rouge. Vous commencez par introduire au niveau du point, puis pivoter, c'est attaché. Ça nous fait beaucoup d'informations absorbées d'un coup. Pour être honnête, j'utilise Nikon depuis plus de 10 ans maintenant. Je connais bien toutes les fonctions de mon appareil et où elles se trouvent, ainsi que comment elles ont évolué. Donc, quel que soit votre appareil, vous aurez à lire le manuel qui l'accompagne en profondeur. Regardez cette vidéo à nouveau s'il le faut, pour bien tout mémoriser. Car ce que vous voulez une fois que vous êtes sur le terrain, c'est de rapidement paramétrer votre appareil et vous sentir à l'aise avec. Quand manipuler l'appareil devient une seconde nature, vous pouvez vous concentrer sur l'aspect créatif. Ce processus de maîtrise de l'appareil prendra un certain temps, donc revisionnez cette vidéo et lisez le manuel. Entraînez-vous, pratiquez un maximum et familiarisez-vous avec toutes les fonctions. Vous serez tellement à l'aise une fois que vous sortirez pour une session de photo, car l'appareil photo deviendra un véritable prolongement de vous-même.